Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'Ukraine a peur d'être envahie par la Russie. Depuis cet automne, l'Ukraine et les États-Unis affirment que plus de 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière. De son côté, Moscou dément toute volonté d'invasion et affirme que Washington ne fait que renforcer les tensions en envoyant des militaires supplémentaires dans la région. Pour essayer de comprendre cette crise et ses origines, Code Source résume aujourd'hui l'histoire des relations entre l'Ukraine et la Russie avec Henri Vernet du service politique du Parisien qui suit ce dossier actuellement. Henri Vernet, le mardi 25 janvier, Emmanuel Macron est à Berlin. Il vient de rencontrer le nouveau chancelier allemand, le social-démocrate Olaf Scholz. Et pendant la conférence de presse à l'issue de cette rencontre, à côté d'Olaf Scholz, il est interrogé sur la Russie et l'Ukraine. Il dit que de toute façon, si Poutine envahit l'Ukraine, s'il lance une action militaire contre ce pays, la réaction des Européens sera ferme, elle sera forte. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Henri Vernet, depuis l'automne dernier, l'Ukraine accuse Moscou d'avoir positionné environ 100 000 soldats russes à la frontière. Cela fait déjà plusieurs années que de nombreux soldats russes sont positionnés le long de cette frontière où s'affrontent les loyalistes ukrainiens et les séparatistes pro-russes du Donbass. L'armée russe, elle, est de l'autre côté de la frontière, mais en soutien très clair de ces miliciens séparatistes. Depuis l'automne, cette présence est massive. Elle a en effet grimpé jusqu'à environ 100 000 hommes, voire 125 000 et même plus, avec énormément de blindés, énormément de métal, comme disent les spécialistes. Et c'est évidemment une menace importante qui est pointée sur le régime démocratique de Kiev. L'Ukraine, c'est un pays de 44 millions d'habitants, assez vaste. C'est un peu une zone tampon entre la Russie et l'Europe ? Oui, c'est une zone tampon, à la fois géographiquement, comme vous le décrivez, mais également politiquement, parce que c'est un pays qui est divisé entre une majorité qui est pro-occidentale, qui souhaite adhérer à l'Union européenne, qui veut davantage de démocratie, qui veut beaucoup plus de transparence. De l'autre côté, il y a ces séparatistes qui sont pro-russes, qui sont plutôt à l'est du pays, qui sont dans la région minière du Donbass, qui parlent d'ailleurs russe et qui, eux, ne veulent pas couper le cordon ombilical avec Moscou. Alors, on va voir comment on en est arrivé là. L'Ukraine, pour la Russie, c'est un territoire tout à fait particulier au niveau historique, si on remonte très loin. Oui, dans l'imaginaire, dans l'histoire des Russes, c'est vraiment le berceau de la nation slave. Au Moyen-Âge, donc entre le 9e et le 13e siècle, il y avait une principauté qui était la Russe de Kiev, qui rassemblait les peuples ukrainiens et russes dans une même entité politique. Et ce sont des territoires qui partagent en fait une culture, une religion, des langues qui sont assez proches. Et aujourd'hui encore, le russe reste très parlé, très courant au sein de l'Ukraine. Pendant l'époque de l'URSS, c'est-à-dire de 1922 à 1991, l'Ukraine est l'une de ces républiques socialistes soviétiques qui composent l'URSS. Oui, c'est l'une des républiques, mais c'est une république cruciale qui a une extrême importance parce que c'est le grenier à blé de cet immense espace soviétique qui est l'ancien empire russe, l'empire des tsars. C'est aussi l'endroit où il y a beaucoup de manufactures, c'est une usine, beaucoup d'ateliers, donc c'est très stratégique pour le Kremlin. Mais les maîtres du Kremlin savent aussi diviser pour mieux régner. Et en Ukraine, il y a ce fameux épisode de la grande famine qui a sévi dans les années 30 et, aux yeux des Ukrainiens, qui a toujours été sciemment organisé par Staline. En 1954, le dirigeant de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, fait un cadeau territorial à l'Ukraine. Elle lui offre la péninsule de Crimée au sud du pays. Khrouchtchev, d'abord, il veut rompre avec Staline. C'est lui qui a fait la déstalinisation. Et puis Khrouchtchev, il a grandi en Ukraine, il y a passé sa jeunesse, donc il y a un lien particulier avec cette région. Et à l'occasion d'une célébration historique, il fait ce cadeau, entre guillemets, de la presqu'île de Crimée et donc du port de Sébastopol à l'Ukraine. Maintenant, c'est un cadeau très théorique parce qu'en réalité, l'Ukraine, on l'a dit, est partie intégrante de l'URSS. Et le port de Sébastopol, qui est dans la péninsule de Crimée, c'est vraiment stratégique pour l'armée russe. La péninsule de Crimée, c'est un endroit vraiment stratégique parce que c'est l'accès
sur la mer Noire et donc l'accès aux mers chaudes, en l'occurrence à la Méditerranée, par le fameux détroit du Bosphore. C'est ce qui permet donc à la marine russe, à l'armée russe, de rayonner sur la Méditerranée. Cet accès facile est d'autant plus crucial que les autres ports de guerre russes sont beaucoup plus lointains, près de l'océan Arctique ou à l'autre bout de la Sibérie avec Vladivostok. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Après la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et l'effondrement de l'URSS 2 ans plus tard, la Russie va perdre de son influence sur ces pays. À ce moment-là, c'est tout l'empire soviétique qui éclate. C'est non seulement le système fondé par Lénine qui se démantèle à Moscou, mais ce sont toutes ces républiques qui étaient donc intégrées dans cet espace qui, peu à peu, vont réclamer et obtenir leur indépendance. La dislocation de l'Empire soviétique se confirme de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Vers 16h, on a appris aujourd'hui que le président russe, Boris Yeltsin, avait signé un décret reconnaissant officiellement l'indépendance des républiques baltes d'Estonie et de Lettonie. Et vers 17h, autre flash, l'Ukraine a décrété son indépendance. Aux yeux de Moscou, ça signifie qu'elle tombe en quelque sorte dans l'escarcelle des Occidentaux. À partir de là, la Russie s'affaiblit ? La Russie est affaiblie parce que dans la foulée de la chute de l'URSS en 91, sa fameuse armée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est sous-équipée, les soldats ne sont même pas toujours payés, il y a d'ailleurs des problèmes d'indiscipline. Et donc cette Russie, cette armée rouge qui faisait régner la terreur, qui dominait le monde, elle n'est plus grand-chose. En avril 2008, il y a un sommet important pour l'histoire de l'Ukraine, un sommet de l'OTAN, l'alliance militaire des États-Unis et de plusieurs pays européens. Alliance créée quelques années après la Seconde Guerre mondiale, en 1949. L'acronyme OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Henri Vernet, à ce sommet de Bucarest, en avril 2008, l'OTAN promet notamment à l'Ukraine de pouvoir un jour faire partie de cette alliance. En réalité, c'est une volonté des Américains, c'est une volonté de Bush. Et donc, Bush veut arrimer, via l'OTAN, ces anciennes républiques soviétiques au camp occidental. Mais les Européens sont beaucoup plus réticents. À l'époque, il s'agit de Angela Merkel, la chancelière allemande, et du président français Sarkozy, qui se doutent bien que tout cela va irriter au plus haut point Poutine, qui entre-temps a reconstitué l'armée russe, mais elle a retrouvé bien de sa vigueur et de ses équipements d'antan. Poutine redevient donc un chef d'État à prendre en considération. Les Allemands incitent à la prudence et donc la promesse qui est faite à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN reste très vague. Aucun calendrier d'adhésion à l'OTAN n'est proposé à l'Ukraine. Mais donc il y a cette promesse, comment est-ce que Moscou voit ça à ce moment-là ? Poutine insiste régulièrement sur le fait qu'il y aurait une espèce de pacte qui a été fondé en 1991, donc dès l'écroulement de l'URSS, entre Moscou et les Occidentaux pour qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'OTAN dans l'ancien espace russe. Poutine voit donc cette promesse d'adhésion à l'OTAN, aussi vague soit-elle, comme une agression contre lui. Henri Vernet, en février 2014, l'Ukraine connaît une nouvelle révolution 10 ans après la révolution orange de 2004, la révolution de la place Maïdan à Kiev, dans la capitale, qui va conduire à un changement de pouvoir. Rappelez-nous cet épisode. La place Maïdan, place historique, très symbolique, est occupée par des milliers d'Ukrainiens, notamment la jeunesse, qui veut réellement adapter ce pays aux normes démocratiques réelles. Or, le pouvoir en place, celui du président Viktor Yanukovych, est encore jugé comme étant beaucoup trop pro-russe et surtout beaucoup trop autoritaire, corrompu. Bref, cette jeunesse, elle veut donner du souffle démocratique à son pays et donc elle va occuper cette place n'en démordant pas, y compris sous le coup de violences extrêmes qui sont perpétrées en répression par le pouvoir. J'espère que la police est capable de voir la détermination du peuple et se rend compte qu'on ne va pas partir d'ici. J'espère donc qu'un assaut sera peu probable. 10 jours après le début de cette révolution, le 28 février, la Russie commence à annexer la péninsule de Crimée, annexion qui va se faire en l'espace d'un mois. La Russie, elle est affolée par ce qui se passe en Ukraine. Elle voit cette possibilité finalement de contagion, de revendication démocratique, elle voit ça d'un très mauvais œil. Et par ailleurs, il y a en effet des enjeux stratégiques. Donc que fait Poutine ? C'est intéressant. Il commence par masser des troupes
Il fait en sous-main organiser aussi un vrai faux référendum dans la presqu'île de Crimée et en réalité, il annexe purement et simplement par la force militaire parce que Poutine est quelqu'un qui, à la fin, agit toujours par la force. Il occupe et annexe une bonne fois cette Crimée et surtout donc ce port stratégique de Sébastopol. Au même moment, toujours à partir de février 2014, commence une guerre dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass. En résumé, entre d'un côté les Ukrainiens favorables à la révolution du Maïdan et donc au nouveau pouvoir ukrainien pro-européen, proche de l'Europe, et ceux qui restent favorables à Moscou. C'est vraiment un séparatisme militaire par la force et se met en place un véritable affrontement, mais qui ressemble en réalité à la guerre de 14-18. C'est-à-dire qu'on creuse des tranchées dans lesquelles sont installés aussi bien les combattants loyalistes pro-ukrainiens et en face les séparatistes pro-russes. On se bat à coups de fusil assez archaïques. Donc c'est vraiment une guerre à l'ancienne qui dure, qui fera 13 000 morts au total. Et puis surtout, très vite, de part et d'autre, ils vont recevoir du matériel et du soutien par les Russes d'un côté, par certains pays de l'OTAN de l'autre. En mai 2019, un nouveau président est élu en Ukraine. Il s'agit de l'ancien comédien, humoriste Volodymyr Zelensky. Il est russe de naissance, mais il ne va pas se montrer proche de Moscou. Ce sera d'ailleurs la surprise parce que beaucoup d'Ukrainiens craignaient cela, qu'il se montre trop conciliant envers Poutine. En réalité, pas du tout. C'est quelqu'un qui entend lui aussi en finir, rompre avec la soumission à Moscou. Donc il sera très ferme dans ses positions. Henri Vernet, pendant ces dernières années, l'Ukraine a continué de se rapprocher de l'OTAN et en 2020, elle accède même à un nouveau statut. Alors ce statut, il porte un nom, c'est Partenaire Nouvelles Opportunités. C'est une façon de compenser la non-adhésion en bonne et due forme de l'Ukraine. Néanmoins, ça permet à ce pays, donc qui est en proie à une guerre, de recevoir des armements. Les Américains livrent des missiles anti-chars très efficaces. Il y a également depuis plus récemment des aides d'anciens pays de l'Est comme les Tchèques qui ont proposé de livrer des obus, qui tous donc appartiennent à l'OTAN. En revanche, se gardent bien de toute livraison d'armes deux grosses puissances à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN que sont la France et l'Allemagne. On en arrive à l'automne 2021. L'Ukraine et les États-Unis accusent Moscou d'avoir déployé le long de sa frontière côté russe 100 000 militaires. Est-ce que la Russie confirme ça, ce déploiement de troupes ? Je n'ai pas souvenir d'un démenti officiel, mais de toute façon, c'est la stratégie classique de Vladimir Poutine d'étaler sa puissance, d'étaler sa force. Tout cela est observé très minutieusement par les Occidentaux, les Américains notamment, qui partagent d'ailleurs beaucoup leurs renseignements, mais également les Français en propre, et tous convergent sur l'état des forces qui est déployé, également sur l'arrivée ou non de moyens médicaux. Et ça, c'est important parce que s'il y a présence d'hôpitaux de campagne, ce serait le signe que décidément une action est imminente. Au-delà de ce qu'il se passe sur le terrain, Henri Vernet, il y a une autre forme de guerre qui est en cours. Il y a ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire que c'est une guerre qui tend à infiltrer, à démoraliser l'ennemi en sapant ses capacités de résistance. Alors ça passe par les cyberattaques qui ciblent les systèmes informatiques de l'État de manière à les désorganiser, notamment l'appareil sécuritaire, la coordination des forces de défense. Ça, ce sont des cibles régulières. Il y a des opérations de propagande qui sont menées de façon très assidue. Il y a aussi le recours aux mercenaires des sociétés privées, la fameuse société Wagner, dont on parle beaucoup parce qu'elle est présente au Mali, mais nombre de ses membres sont présents auprès des milices séparatistes ukrainiennes dans la ligne de front pour les former. Le 17 décembre, Vladimir Poutine présente aux États-Unis et à l'OTAN un plan concernant notamment l'Ukraine. Que prévoit ce plan ? Quelle est la demande de Moscou, sa principale demande ? La demande principale, c'est toujours la même, c'est l'objectif de Poutine, obtenir un engagement écrit que l'OTAN ne s'étendra pas, ne s'élargira pas à l'Est. Il est d'ailleurs significatif que l'Ukraine soit le seul pays nommément cité par les Russes dans ce projet d'accord soumis à l'OTAN et soumis à Washington. Une semaine plus tard, le jeudi 23 décembre, Vladimir Poutine organise sa conférence de presse annuelle à Moscou. Et concernant l'Ukraine, il explique, en résumé, que ce pays est historiquement une terre russe. Il rappelle qu'il y a une unité historique entre les Russes et les Ukrainiens. Il remonte à cette histoire fondatrice de la Russe de Kiev. Il ne faut jamais oublier que pour Poutine, il l'a dit dans un discours,
La dislocation de l'URSS est tout simplement la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Le 10 janvier, un sommet est organisé en Suisse, à Genève, entre les États-Unis et la Russie, au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. Des négociations tendues entre Washington et Moscou sont en cours. Les États-Unis et la Russie s'affrontent sur le sujet de l'Ukraine et chaque camp martèle ses positions. Ça donne quoi ? Sur le plan matériel, très concrètement, rien. Rien ne va bouger sur le front ukrainien. Néanmoins, ce qui est important, c'est que les protagonistes se parlent, parce qu'à ce moment-là, la tension est telle, le risque d'une étincelle qui pourrait déclencher un conflit est tellement important que, ne serait-ce que se rencontrer, pèse dans la balance, ramène un petit peu de diplomatie dans le jeu. C'est aussi un message très important pour les Européens, parce que qu'est-ce qui se passe à Genève ? Eh bien, ceux qui discutent, ce sont les Russes et les Américains. De quoi parle-t-il ? D'un problème qui se situe au cœur de l'Europe, aux portes de l'Union européenne, et les Européens ne sont pas dans la discussion, ils ne sont pas dans le jeu. Henri Vernet, à la même période, des troupes russes sont entrées au Kazakhstan. Le président du Kazakhstan, allié et soumis à Vladimir Poutine, est menacé par une importante révolte des Kazakhs qui veulent eux aussi un peu plus de démocratie. Moscou envoie les troupes pour aider à mater ce début de rébellion. C'est toujours le même objectif, la même stratégie de la part du Kremlin, garder le contrôle, garder l'influence sur toutes les anciennes républiques et surtout sur cet espace considéré comme russe. Henri Vernet, concernant l'Ukraine, on a bien compris la demande de Vladimir Poutine, obtenir un engagement écrit que ce pays ne rentrera pas dans l'OTAN. Que répond le président américain Joe Biden le mercredi 26 janvier ? D'abord, il a mis plus d'un mois à répondre. En effet, ce 26 janvier, au soir, c'est l'ambassadeur américain à Moscou qui va porter cette missive au Kremlin, la fameuse réponse. Dans cette lettre, Joe Biden répond clairement à Moscou que non, il n'est pas question que l'Amérique ferme à l'Ukraine la porte de l'OTAN. C'est à l'Ukraine de choisir librement son destin. Et d'un mot, les Américains envoient des troupes dans la région ? Ils ne cessent d'envoyer des renforts. Il y a eu longtemps des tergiversations au côté américain, ça a flotté, Biden a paru ne pas s'intéresser plus que ça à ce dossier ukrainien. On s'est même demandé un moment s'ils interviendraient en cas d'agression. Et ces dernières semaines, ces doutes ont été complètement levés par l'envoi répété de renforts américains, de mise en alerte, notamment de 8500 soldats américains en cas d'action russe contre l'Ukraine. Henri Vernet, on en revient à cette rencontre à Berlin entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz le mardi 25 janvier. Macron promet en cas d'agression une riposte dont le coût serait très élevé. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il est important et urgent de montrer que l'Europe serait ferme, déterminée et solidaire de l'Ukraine en cas d'agression. Jusque-là, cette Union européenne, elle a paru divisée et hésitante sur ce dossier. Là, Macron, avec Scholz, mettent les pendules à l'heure. En cas d'agression, il y aurait des sanctions économiques très fortes et pourquoi pas un volet militaire. Le président Macron a annoncé que la France était prête à encadrer une opération militaire de l'OTAN en Roumanie, un pays clé frontalier de l'Ukraine et sur la mer Noire. Quelques jours plus tard, le 28 janvier, le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson, a dit vouloir éviter une effusion de sang. But if President Putin were to choose the path of bloodshed and destruction, he must realize that it would be both tragic and futile. Même si c'est ce qu'il faut éviter, bien sûr, ces mots peuvent faire peur. Henri Vernet, est-ce qu'il faut redouter aujourd'hui une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie ? Tout est possible. Les diplomates eux-mêmes reconnaissent qu'on n'amasse pas ainsi plus de 100 000 hommes, autant de blindés, autant de matériel offensif extrêmement important pour à la fin ne pas s'en servir. Mais il est tout aussi possible que ce soit une démonstration de force de Poutine, comme il en a l'habitude, pour peser le plus efficacement possible, avec le plus d'arguments possible, dans la négociation à venir. Mais attention néanmoins à ce qu'un conseiller diplomatique de Macron appelle le scénario autoréalisateur, c'est-à-dire le fait qu'avec autant d'armes et de soldats massés les uns contre les autres, une simple étincelle fasse tout s'embraser. Merci Henri Vernet, et pour suivre au quotidien l'actualité de cette crise en Ukraine, rendez-vous sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée, et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.